Si tu me suis sur Instagram, tu as déjà pu voir que la 4L était sortie de l'atelier. Et comme je t'en avais pas parlé depuis longtemps, j'ai décidé de faire une petite mise au point en vidéo. L'idée, c'est de te raconter un peu qu'est-ce qui a évolué dans le projet de la 4L. Les premières vidéos où j'en parlais, c'était pour le 4L Trophy. On l'a complètement restaurée, cette voiture. En dehors de la caisse qu'on a laissée dans sa patine d'origine, on va dire. Il y a déjà beaucoup de choses qui se trouvent sur internet, notamment les tutos mécaniques, les tutos prépa, mais finalement il n'y a rien sur le vécu autour de la restauration et l'expérience personnelle que ça représente de refaire cette voiture. Voilà, je vais essayer de te parler un peu de ce projet. Alors du coup, Madeleine, c'est une 4L de la Poste. C'était une voiture que j'avais achetée 300 balles sur le Bon Coin, à la base pour participer au 4L Trophy avec un pote. Et puis moi j'avais toujours eu cette passion automobile, mais j'avais jamais mis les mains dans le cambouis, j'avais jamais ouvert un moteur, j'avais jamais rien fait en fait. Donc je me retrouve avec cette voiture sur mon parking et je me décide à d'abord louer un garage, parce que j'habitais en appartement, j'avais un parking, mais une place de parking, mais je loue un garage. De toute façon, en fait, j'avais déjà plein de bordel, d'outils, de choses qui traînaient à droite à gauche. Donc l'idée, c'était de tout centraliser pour avoir un endroit où je puisse démonter la voiture et faire les travaux. Et donc je l'amène là-bas. La voiture, pour information, du coup, elle était roulante, mais elle n'avait plus le contrôle technique. C'est une voiture qui vient de Dordogne. Et grosso modo, elle passait plus le contrôle technique à cause du plancher. Qui était bouffé, de la rouille, évidemment. Et j'ai été emporté en fait par l'idée même de retaper la voiture, de tout démonter, de tout refaire et que tout soit impeccable. Sauf que, en fait, cette voiture, elle n'avait pas tant de problèmes que ça. Elle tournait plutôt bien. Alors, elle avait un moteur qui avait plus de 200 000 km, 240 000 km. Et donc, on a commencé à deux à retaper cette voiture. Tu l'as vu d'ailleurs dans la première vidéo de la chaîne. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, on apprend plein de choses, on s'amuse, on rigole beaucoup, ça avance pas vite. Et la voiture finit complètement désossée. Je rencontre des personnes, ça c'est super intéressant, c'est que j'ai fait plein de belles rencontres avec cette aventure. On a commencé par sortir le moteur, démonter les trains avant, on a commencé à décaisser. Bon, maintenant, step number 2. Retire les étriers. On s'est arrêté là d'ailleurs en vidéo. Et j'ai commencé à couper le châssis à droite à gauche, là où il y avait des points de rouille, où c'était plus sensible. Et sans savoir comment finalement. Je me retrouve avec des bouts de tôle, à essayer de faire du point par point, à recommencer, à perdre mon temps beaucoup. Parce que j'avais mal priorisé les choses. Tu vois, là aujourd'hui, je vais remplacer les panneaux de porte alors que j'ai mon radiateur de chauffage à remplacer. Donc j'ai vraiment pas appris de mes erreurs. Mais c'était à l'envie en fait. Et puis à commencer à se poser des questions de la part de la personne qui est avec moi pour retaper cette voiture-là. Et concrètement, je pense que la première erreur que j'ai faite, c'était de vouloir y mêler des personnes qui avait rien demandé en fait. C'était pas forcément un passionné d'automobile lui. Après avoir essayé tous les tournevis de la caisse, Quentin se rend à l'évidence, la meuleuse c'est plus simple. Ouais mais t'as d'autres meuleuses. Je vais essayer plusieurs meuleuses je crois. Et bref, je me suis retrouvé à impliquer des personnes pour les mauvaises raisons. Et du coup ça n'a pas fonctionné. On s'est quitté comme ça et puis je me suis retrouvé avec ce petit fardeau. Et donc 5 ans plus tard, on se retrouve aujourd'hui où la voiture roule, mais il y a eu du chemin. Bon, du coup, la dernière fois, je me suis rendu compte que j'avais pas de tension, donc j'ai remplacé mon alternateur. Jusque-là, tout va bien, sauf que je me suis réveillé la nuit en me disant « Merde, est-ce que j'ai bien serré mon alternateur ?» Et ben voilà, l'axe du bas est pas serré. Donc je vais régler ça avant de redémarrer. Alors j'ai pris quelques notes et je vais vous dire un petit peu combien tout ça m'a coûté. Avant de se lancer dans un projet comme ça, moi j'avais pas forcément d'idée de l'enveloppe finale. Évidemment je me lance comme ça dans des choses sans trop réfléchir.
Mais au final, ça valait le coup, déjà. C'est la première chose qu'on peut dire. La carrosserie est dans son jus, comme je vous l'ai dit. Mais pour le coup, c'est une voiture dont je peux me servir au quotidien. Alors, sous réserve de ne pas la mettre en plaque collection. L'enveloppe globale, sur 4 ans, hors outillage, c'est 3 500 €. Alors, dans le détail, la 4L m'a coûté 300 €. Le transport, 300 €. Voilà. Le garage, ça m'a coûté minimum 800 balles. Mais là, c'est un peu compliqué parce que après, j'ai pu déménager dans un atelier et donc j'ai pu payer de garage. Et d'un autre côté, je me servais du garage pour stocker d'autres trucs. Voilà, donc ça, c'est au cas par cas. J'estime que j'ai eu pour autour des 900 € de pièces, en sachant que j'ai racheté un moteur autour des 150 balles. J'ai changé absolument toutes les durites, tout ce qui est train roulant, tous les consommables ont été changés évidemment. J'ai restauré la crémaillère, donc les soufflets, tout ce qui va dedans. Les pompes, les roulements, les amortisseurs, les supports, les durites évidemment, tout ce qui est pochette de joint, tout ce qui est câble. Après du coup, j'estime que ça m'a coûté 900 balles. Après j'ai une enveloppe plaisir, puisqu'effectivement j'ai remplacé le carbu d'origine par un carbu plus gros et un kit plus gros en fait. Le kit 45, c'est juste pour gagner un peu de puissance. C'est en fait un carburateur qu'on retrouvait sur les R5. Et donc c'est un cache culbuteur de R5, un collecteur d'admission échappement de R5, un carburateur du coup de R5 et aussi la boîte à air qui va bien. Et donc ça m'a coûté 300 balles. J'ai fait un faisceau secondaire dont je pourrais vous parler peut-être une autre fois. Ça m'a coûté environ 50 balles, ouais. Et j'ai mis 100 € d'accessoires. Et ensuite, on vient à la dernière enveloppe, le contrôle technique et plus les surprises. Je suis passé dans un garage près de chez moi qui s'appelle Légendaire. Merci à eux parce qu'ils ont été super accueillants et surtout, moi, ma voiture a été sur la voie publique sans assurance et sans contrôle technique. Et donc j'ai dit, à un moment les gars, merde en fait je suis coincé, il faut que vous me la preniez chez vous. Et ils ont bien accepté de me la prendre le soir même, donc big up, merci beaucoup les gars. Sauf que du coup, pour préparer ce contrôle technique là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une traverse avant qui manquait un point de soudure. Donc ils ont fait un peu de soudure, il y a eu pas mal de petits trucs, mais en fait qui mis bout à bout par des professionnels. Voilà, ça fait de l'argent. Du coup, j'en ai eu pour 800 balles de contrôle technique et surprise autour de ça. Bon, du coup, en même temps que je te parle, m'en veux pas, mais j'ai refait des panneaux de porte, tu vois, parce que ceux d'origine, c'est de l'agglo un peu pourri et donc ils étaient complètement morts. Donc j'ai décollé le revêtement des panneaux de porte et j'ai découpé dans du médium de 5 mm. La bonne forme, surtout pour mettre le haut-parleur Carter Cash de base. Je suis pas convaincu qu'il fera des merveilles, mais l'idée c'est d'avoir juste la radio et pour pas s'endormir. Donc, sauf que en fait, à la base, tu as des petites agrafes qui viennent dans les trous. Et c'est de la merde, parce que mon panneau de médium de 5 mm, j'avais beau avoir fait des défonces pour réduire cette épaisseur aux endroits où il y avait l'agrafe, et ça s'accrochait super mal. Et en fait, tant que t'as pas la souplesse de l'agglo, ça se fixe mal en fait. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais acheter des aimants et puis ça va le faire. Sauf que sur le principe ça marche. Mais au premier dodane, ça se casse la gueule, donc ça va pas du tout. Donc voilà, l'idée c'est que je vais remplacer ça en te parlant. Je vais changer les aimants parce que j'en ai acheté des plus gros, parce que j'apprends jamais de mes erreurs. Je me dis que la seule solution pour qu'un truc fonctionne, c'est qu'il faut le faire plus gros. Où est-ce que j'ai mis cette perceuse ? Et en gros, après arrive le Covid. Et au Covid, je me décourage complètement. J'avais l'impression d'avoir perdu un pote à ce moment-là à cause de ça. Je sentais bien que ça saoulait tout le monde en fait. Je parlais plus que de ça, je faisais que ça en fait. 30 mai, peu après le confinement, où on est resté longtemps loin de notre voiture. Et aujourd'hui, on essaye d'enlever le silicone entre la carrosserie et le châssis.
Et donc je me décourage un peu. Et puis je remets un peu en cause le 4L Trophy. Parce que putain. Et puis je remets un peu en cause le 4L Trophy à ce moment-là. Donc la raison même pour laquelle j'ai acheté la voiture. Ouais, je réfléchis toujours après moi. Et parce que je me sens plus à l'aise à l'idée d'aller dans le désert, traverser des villages africains qui ont un peu rien demandé. Et du coup, la dimension humanitaire du raid, elle passe vraiment en second plan pour moi. Et si on retire la dimension humanitaire, ça devient en fait juste une immense beuverie dans le désert. Donc je sais pas, tout ça manquait un peu de sens. Il y avait aussi la dimension financière, on va pas se mentir. Moi, c'était un projet que du coup je menais tout seul. Et je pouvais juste plus mettre en gros 13 000 balles dans un projet alors que j'étais encore étudiant. Donc le 4L Trophy, en plus il y a l'annulation due au Covid. Je me dis c'est un signe, finalement c'est pas la peine. Et il faut pas s'acharner, ça sert à rien. Mais du coup la voiture, elle reste un peu là, un peu en symbole de ce projet avorté. Et quand il n'y a pas de deadline, on n'avance pas. Donc je fais des allers-retours pendant le Covid pour faire 2-3 bricoles dessus. C'est plus en fait un endroit que j'aime bien fréquenter avec ma voiture pour me retrouver tout seul, quoi. Mais en fait j'avance plus vraiment sur la voiture, j'ai pas vraiment de motivation. Et puis surtout j'ai pas forcément les compétences en fait pour faire ce que je dois faire. Refaire un moteur c'est bien beau, mais je devais refaire quand même une segmentation, je devais refaire quand même certaines choses qui nécessitent quand même une expertise. Même si aujourd'hui je serais beaucoup plus franc du collier sur ces choses-là, à ce moment-là, j'étais pas à l'aise du tout. Tiens là, tu vois, je vais remplacer les aimants qui ont cette taille-là par ceux-là. Donc je te raconte tout ça un petit peu dans le désordre, mais l'idée c'est que fin du Covid, la voiture elle est en pièces détachées, en vrac complet. J'ai des pièces un peu chez moi, j'ai des pièces dans le garage, j'ai des pièces dans ma douche, j'ai des pièces un peu partout. Et là, fin de Covid, je me sépare de la personne avec qui je vivais à ce moment-là. Et du coup, je dois déménager. Et l'idée là, c'est que il faut retrouver toutes les pièces que tu as mis à droite, à gauche. Bon, je vais pas tout retrouver, ça c'est clair. Et du coup, ça aide vraiment pas en fait à se motiver. L'organisation, c'est devenu un peu la clé pour garder la motivation. Ça veut pas dire que je range plus qu'avant, mais à ce moment-là, en tout cas, ça m'avait vraiment pas aidé parce que du coup, je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui avaient complètement disparu. J'avais beaucoup de temps à ce moment-là. Et malgré tout, en fait, quand je faisais quelque chose, je le faisais pas avec les bons matériaux, j'investissais pas assez dedans pour que ce soit motivant en fait. Et donc je me retrouvais à devoir réparer des pièces qui étaient rincées. La pièce était morte. Je me suis retrouvé à repeindre, à refaire la coque d'un rétroviseur avec un covering, avec un truc. Je sais pas combien de temps j'ai passé dessus, mais sérieux, ça servait à rien. Résultat des courses, 6 mois plus tard, en brocante, j'ai trouvé 2 rétros flambant neufs, encore dans leur emballage. Vraiment un bon truc à retenir, c'est d'investir le temps proportionnellement à l'utilité que ça a. Mettez du temps dans votre moteur pour qu'il tourne tout de suite bien. Mettez de l'argent aussi au bon endroit, c'est-à-dire que au lieu d'acheter un covering de merde et plein de petites merdes à droite à gauche pour remettre en état quelque chose qui de toute façon est flingué, change et mets tout de suite, je sais pas moi, même un autre exemple, d'allumage électronique sur la MG, j'ai fait des économies de bout de chandelle. Partez tout de suite sur du 1, 2, 3 ignition parce que vous allez juste regretter de ne pas l'avoir fait 3 mois après. La motivation, je vais la retrouver comment ? En me remettant une deadline en fait, en me remettant une date butoir. Il se trouve que entre temps j'ai trouvé une maison et dans cette maison le passage qui mène à l'atelier dans lequel j'ai pu mettre la voiture,
il est super étroit en fait. Et il est tellement étroit que, par exemple, il faut démonter les rétroviseurs de la voiture pour qu'elle passe. Et il se trouve que la maison, on devait faire des travaux d'isolation. Et on a choisi de faire l'isolation par l'extérieur. Et ça, c'est 13 mm en moins dans le passage. Ce qui fait que je me retrouve avec une voiture dans un atelier qui, après mes travaux d'isolation, passera plus. Donc, il faut se manier. Je me suis posé la question à un moment de la revendre même en lot de pièces, détachées. Et puis je me suis dit, mais en fait, déjà, tu as beaucoup trop investi. On en parlera après. Mais pour juste revendre tout en pièces, c'est ridicule. Et puis en fait, je m'y suis attaché à cette voiture. J'ai fait des vidéos où j'espère que vous aurez senti ça justement, que pour moi c'était un projet assez unique dès le début. Et puis j'avais déjà quand même fait pas mal de choses. Le châssis était terminé à ce moment-là, même si j'ai dû reprendre quelques parties, tout avait été repeint et tout avait été refait. On a fini de démonter le châssis, il a été vraiment refait à neuf pour le coup. Toutes les parties rouillées ont été retirées. Donc aujourd'hui, le châssis, moi je considère qu'il est terminé. Donc il y avait eu quelques points qui avaient été repris les années précédentes, notamment ici, avec mes talents de soudeur manifestes. Il y avait un autre point ici, donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec l'anti-gravillon au-dessus, c'est pas forcément évident. Et sinon, en fait, c'était principalement du coup tout ce qui était longeron. Et j'ai donc racheté un plancher tout neuf ici pour finaliser la chose. Ici, qui avait été soudé en fait à l'arrache sur les contours là, et c'était trop mal fait. Donc j'ai tout recoupé et j'ai racheté une tôle neuve, remise à dimension et ressoudé tout ça pour que ça soit propre. Reste à savoir si finalement avec tout ça le châssis n'est pas vrillé. Bon, ça ce sera ce sera la découverte. Mais en attendant, écoutez, on va faire comme s'il ne l'était pas. Voilà. Le moteur, lui, entre-temps, comme il est resté ouvert pendant des mois, je pense sincèrement qu'il n'était pas récupérable. Même s'il est resté baigné dans l'huile, ça servait vraiment à rien. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je m'y remets. Et on relance la machine, on y va à fond. Et dans un an, la voiture, elle est sortie. Et j'ai tenu le pari, quand même. C'était super important déjà pour moi. Mais au-delà de ça, j'avais un entourage beaucoup plus réceptif à ce que je faisais. Il faut aussi avoir la nana qui accepte que tu passes ton week-end complet dans ton atelier pour faire tourner un machin qui ressemble pour l'instant pas à une voiture. Donc compliqué pour les personnes autour de toi de se projeter. Mais l'idée c'était de terminer ce projet. Au final, on a fini la voiture avant les travaux. C'était un achèvement vraiment personnel. Et puis surtout, ça marquait la fin de la pression, de la course, pour pouvoir arriver à temps sur le projet travaux de la maison. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc l'importance d'avoir des deadlines. Alors du coup, quelles ont été les étapes les plus dures ? Bon, il y a eu à apprendre à souder. Ça, il n'y a pas, il faut y passer du temps. Mais si tu dois faire ça... ouais, ça c'est long. C'est aussi ce qui coûte le plus cher en outillage. Je crois que c'est l'outil qui m'a coûté le plus cher. L'avantage de retaper une voiture comme ça, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'outillage. Globalement, les seuls outils, il faut une bonne caisse de clés, quoi. Rien qui soit inaccessible. Une clé dynamo, évidemment, ou deux. Quand on a sorti le moteur, j'ai loué une chèvre. Par contre, pour la remettre, je me suis servi des poutres de mon atelier avec des sangles et ça a très bien marché. Après, voilà quoi, niveau outillage, à part ce fameux poste à souder TIG MIG, mais sinon dans l'ensemble, j'ai rien acheté de prohibitif.
Retaper une voiture ancienne, c'est pas difficile. C'est jamais vraiment difficile. C'est beaucoup de méthodes, c'est de la minutie et donc du temps. J'ai passé, je pourrais même pas compter le nombre d'heures que cette voiture m'a pris et j'ai même pas fait encore de carrosserie dessus. Je dirais comme ça à chaud que pour cette restauration là, les points qui m'ont marqué le plus sont le plancher du châssis parce qu'on a refait des renforts notamment au niveau des points de cric. Donc là il fallait être un peu stratégique, mais c'était plus rigolo qu'autre chose. Sortir les barres de torsion arrière, ça a été vraiment un enfer. J'ai passé des heures à chauffer, à essayer de buriner pendant des heures et des heures pour que cette putain de barre, elle sorte. Ça a été un enfer, vraiment. Les barres de torsion arrière, c'était horrible. Après, une fois qu'elles sont sorties, c'est bon. Dernière mise à jour, du coup, c'était les cylinder blocks des demi-trains arrière qui avaient été remplacés. Donc ici, on avait tout sorti à la presse. On avait galéré à retirer les barres ici. Je me souviens, j'avais dû y aller avec une barre à mine et une masse. Et ça va durer des plombes au chalumeau pour essayer de dilater un peu le métal et que ça aille mieux. On a réussi et j'avais remplacé du coup les cylinder blocks. Donc il y en avait un ici, un là-dedans si je ne m'abuse. Et donc on avait remonté à peu près tout avec un outil qu'on avait fabriqué. J'essaierai encore une fois de vous retrouver des vidéos si j'en ai. Voilà. Bon, j'ai une coupure micro, alors j'espère que ça remarche pour toi. Donc je disais, restaurer une voiture comme ça, est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Tout le projet peut se faire tout seul. Du moment que tu as un petit coup de main pour décaisser, recaisser. Alors pour le décaissage, il y a 17 vis à retirer et dans l'ensemble, elles sont assez bien réparties sur l'ensemble du châssis. Mais la plus grosse galère en fait, c'est le joint silicone, le sorte de pâte noire qui est par endroits c'est tout sec, donc c'est facile à retirer, mais même par d'autres en fait, on a essayé différentes techniques avec de l'acétone même, sauf que l'acétone c'est un peu nul parce que ça se reforme juste derrière. Donc ça marche super bien la journée et puis le lendemain quand on revient ça redurcit. Donc c'est pas terrible du tout. Et si vous devez le faire avec des couteaux de peintre, on a remarqué juste une chose, c'est qu'entre les différentes versions, prenez le moins souple possible, le plus rigide possible. Celui-là par exemple il marchait super bien et voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un projet qui peut être tout à fait abordable sans avoir un énorme garage ou même de grandes compétences à la base. Du moment que tu as une connexion internet et la RTA, c'est quand même bien. Mais du moment que tu as ça, tu peux faire ce que tu veux en fait sur ta voiture. Vraiment, tu as toutes les infos. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas insisté plus que ça sur les vidéos. À la base, je voulais vraiment présenter toute l'évolution, montrer comment on faisait. Puis en fait, on se rend compte que absolument toutes les opérations nécessaires à la refabrication, enfin la remise en état d'une 4L, tout est en ligne, quoi. Vraiment, t'as plein de chaînes qui, aussi bien en vidéo que sur les blogs de la 4L de Sylvie par exemple, mais tu as absolument tout ce qu'il faut pour réparer ta voiture. C'est aussi ce qui rend cette voiture géniale, c'est que c'est une communauté de dingue. Je pense que la carrosserie, c'est un poste assez fastidieux aussi. Si vous le faites, moi par exemple j'ai décidé de le laisser ma carrosserie en l'état. L'idée c'est que si j'ai des potes qui veulent venir peindre dessus, comme avait fait Tatou, c'est cool d'ailleurs. Elle est sur Insta. Mais si vous voulez vraiment refaire une carrosserie dans les règles de l'art, je pense que c'est super fastidieux. Pas nécessairement cher, bien et encore que, mais quand même. Si vous devez régler vos barres de tension avant, ça peut être un peu chiant aussi. Si éventuellement les cylinder blocks des demi-trains arrière qui peuvent être un peu chiants à retirer, les bagues pour ne pas scier, on va dire, le palier en fait en lui-même.
Vous n'avez pas le choix que de détruire ce cylindre bloc en fait pour les enlever. Et après il reste la bague extérieure qui est généralement soudée en fait au palier en fonte. Et là il faut scier dedans. Et là pour ne pas arriver jusqu'à la fonte et arriver à scier juste ce qu'il faut, là c'est un peu plus, c'est touchy, mais c'est pas spécialement dur. Tout ce qui est faisceau électrique, moi c'est pas quelque chose que j'aime. D'ailleurs du coup j'ai fait un second faisceau accessoire qui est complètement indépendant du faisceau principal. Et ça c'est pas vraiment une partie que j'aime beaucoup. Le plus important dans toute la restauration, dans toutes ces étapes, c'est surtout de bien photographier, de bien répertorier ce que vous faites. Moi par exemple pour remontage, comme je vous disais, j'ai perdu plein de pièces. Alors tout va bien parce que j'ai Thierry de 4L Land qui habite à quelques kilomètres de chez moi. Donc lui il a tout. De toute façon c'est simple. Vous voulez une vis de frein à disque seul, et lui il l'a. Vous voulez des agrafes pour votre garniture de porte, même si c'est de la merde, lui il en a. Il a à peu près tout ce dont vous pouvez rêver. Donc, mais être minutieux pour repérer les choses, pour que quand vous remontez votre faisceau par exemple, vous ne faites pas d'erreur. Moi j'ai grillé des câbles à faire des conneries comme ça. Donc vraiment c'est super important. C'est le repérage. Ah oui aussi, petit tips, là je te le dis tant que j'y pense. Si tu démontes ton réservoir arrière et que tu changes ta jauge, attends pas que tout soit remonté pour tester ta jauge, parce que sinon tu dois redémonter ton réservoir. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. Ah aussi, il y a un autre point qui m'a emmerdé un peu sur le remontage. Ça a été le répartiteur de freinage arrière, donc qui est sur le longeron arrière gauche, et qui permet tout simplement de pouvoir réguler en fonction de la charge de la voiture la répartition du freinage avant-arrière. Et concrètement, moi, mon répartiteur, comme beaucoup, il était mort. Alors, il y en a beaucoup qui mettent un T, en fait, qui supprime cette pièce-là et basta. Et puis, ça passe très bien en contrôle technique, apparemment. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'étais pas fan de l'idée. Et du coup, ça peut être un conseil aussi. C'est que moi, j'ai racheté une pièce neuve qui est fabriquée en Argentine, je crois. Et en fait, cette pièce, elle n'a jamais fonctionné. Donc, si vous avez le choix entre une pièce d'occasion en état correct, fonctionnel, ou une pièce neuve, dans la plupart des cas, je serais tenté de dire pièce d'occasion. Franchement, j'ai mis ce répartiteur neuf, il marchait pas, c'était horrible. J'ai racheté un piston, des filtres pour voir tout simplement si je pouvais y faire quelque chose. En fait, il se serrait pas le répartiteur, le piston. Et puis j'ai téléphoné justement à Thierry de 4L Land et il m'en a sorti un peu rouillé, mais qui fonctionnait très bien. Et voilà. En dehors de l'aspect gestion de projet, mais vraiment en termes de savoir-faire, je dirais quand même que déjà apprendre à souder, ça c'est cool. Aujourd'hui je sais faire quelques cordons pas moches et je suis plutôt content de ça. J'ai appris beaucoup de choses en électronique, en tout cas en électricité pardon, sur les relais, sur comment sur la mise à la masse, sur tout un tas de choses qui sont aujourd'hui, qui me paraissent basiques. Mais en fait, moi je savais vraiment rien avant d'arriver dans ce monde-là. J'ai appris à faire des olives pour les durites de freinage. C'est bête, mais j'ai passé un petit moment. Surtout, prenez un bon équipement pour faire ça. Moi j'avais appris avec le mauvais outil et c'était un outil de merde et ça m'a vraiment fait perdre du temps aussi. Donc investissez. Et puis après, il y a quand même l'aspect mécanique en tant que tel. Moi, j'avais jamais réglé un carbu de ma vie. Sauf que pour régler un carbu, il faut comprendre comment un moteur ça fonctionne. Et vraiment comprendre.
comment ça fonctionne. Donc ça, c'était plutôt enrichissant aussi. Alors l'allumage, moi, c'est pas moi qui l'ai réglé pour le coup, parce que ça m'a saoulé. J'ai pas réussi. Après moi, j'ai mis un carbu plus gros, comme ça se fait beaucoup, un kit 45, comme ça se fait beaucoup sur les 4L. Donc ça rend des fois un peu le réglage un peu plus compliqué. Mais voilà, on va dire dans les 4 grandes choses que j'ai apprises lors de ma restauration. Bon allez, il est temps de la démarrer. Alors ça fait un petit moment qu'elle n'a pas démarré. Et puis surtout, j'ai un nombre de câbles là-dedans. Allez, on se retrouve à la maison, hein? Salut les nazes! Je sais même pas si tu vois quoi que ce soit ce que je fabrique. Ouais, ça a l'air pas mal. Je vais mettre du scotch derrière. Donc ouais, trop démonter, c'est une connerie. Vouloir trop en faire, c'est une connerie. Moi par exemple, à un moment, je me suis lancé dans la sellerie. J'ai recollé ce siège là, tant bien que mal. Bon, au final, le résultat, c'est ok tiers. Pour le temps que j'ai passé, ça me saoule, vraiment. Donc, pas vouloir trop en faire quand même. Alors, je te parlais précédemment là du faisceau d'accessoires que je voulais mettre en place. Alors, j'ai pas encore tout installé. J'ai fait passer les câbles, j'ai fait passer mes lignes. Mais alors, j'ai installé un coupe-circuit au préalable, au niveau des jambes du siège passager, comme d'origine d'ailleurs sur une Laposte. Et de là, je suis venu me repiquer avec un point chaud, avec un plus global, que je fais arriver ici, sur ce boîtier-là, que j'ai acheté sur Amazon. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai réduit mes câbles, je les ai tous numérotés pour savoir un petit peu où j'en suis. Ma ligne, elle arrive directement ici, depuis du coup la baie moteur. J'ai créé du coup des lignes pour les interrupteurs et les appareils à alimenter qui débutent donc ici avec cette platine que j'ai fait dans une tôle alu. En fait avec deux équerres comme ça taraudés et puis du coup tous mes accessoires. Et donc mes lignes arrivent ici. Ensuite, ça passe sous le volant, sous la commande de volant, pour arriver au cendrier que j'ai remplacé, du coup, que j'ai enlevé. Ça ressemble à ça, du devant. Voilà. Avec un petit revêtement Sky au-dessus qui se barre déjà. Et enfin, la ligne ici qui en fait est censée passer derrière, mais comme je vais changer le chauffage, je ne l'ai pas fait passer. Mais cette ligne-là a pour vocation d'alimenter le poste de radio. Et comme j'ai jamais assez d'aimant, je l'ai monté le poste de radio dans un coffre en bois aimanté. Comme ça, je pourrais le glisser là-dessous. Alors j'ai aucune idée de la tête que va avoir cette vidéo. C'est vraiment une vidéo fleuve. Dans l'unique but de refermer ce projet. Hop, on va retirer déjà ce rivet de merde. Hop.